Salut et bienvenue sur le podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Chaque épisode est le témoignage d'une personne qui me raconte sa dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse l'a aidé ou pas. On se parle du déclic pour se lancer, les nœuds intimes travaillés et l'impact concret de l'analyse sur sa vie. Moi c'est Guillaume, je suis l'instigateur de ce podcast et j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Chaque témoignage m'aide à approfondir mon propre chemin de psychanalyse et à répondre à la question qui me taraude, la psychanalyse, est-ce que ça marche ou pas ? Et comment ? Bon ok, ça fait 2 questions. J'espère par là peut-être vous inspirer vous aussi sur votre chemin. Alors parfois je joue au psychanalyste, j'aide les gens à accoucher de leur histoire et à s'entendre. Parfois, je joue au patient et je détricote mes propres nœuds. Allez, place à l'épisode, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à très bientôt. Ah, je vous rajoute un petit message, on arrive à la fin de 2022, bon peut-être que vous écoutez ça et on est déjà début 2023, en tout cas c'est un temps d'introspection pour moi, pour vous aussi peut-être. Je me demande qu'est-ce que je laisse à 2022 et que je ne vais pas continuer et qu'est-ce que je crée pour 2023 ? Alors du coup, j'ai envie d'entendre votre avis. Envoyez-moi un petit message pour me dire comment le podcast résonne pour vous, vos envies pour de futurs épisodes et peut-être vos idées d'amélioration. Je vous mets mon email et mes réseaux sociaux dans le descriptif de cet épisode. Et aussi, comme toujours, le lien pour faire un don et soutenir mon travail. Merci beaucoup. Qui de nous deux introduit ? Ok, je commence. Donc salut Guillaume. Salut Jo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet qui, je pense, tous les deux nous anime dans nos réflexions, dans notre posture, dans ce qu'on a pu vivre, dans nos expériences. On va parler de la visibilité des psychologues, des analystes. Surtout, justement, est-ce qu'on doit en savoir quelque chose sur ces psychothérapeutes qui peuvent nous accompagner ? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir, du coup, pour que ça fonctionne, pour que ça marche ? Est-ce que toi, Guillaume... C'était notre problématique. Ouais, déjà de savoir qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça marche, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on vient chercher au final. Ouais. C'est un petit peu la problématique aussi de la guérison du psychisme. Ouais. Et qu'est-ce que savoir ou ne pas savoir de son analyste, comment ça impacte ? Comment ça m'impacte moi en tant que patient ? Comment ça impacte cette cure ? Est-ce qu'il faudrait curer ? Est-ce que tu veux te présenter toi au podcast ? Puisque du coup là c'est un épisode qu'on va publier sur nos 2 podcasts. Et comme ça après tu te présentes toi. Et je me présente après. Ok, alors je commence. Donc moi je suis Jo, j'ai le podcast Le Comptoir de la Psychologie depuis 2 ans et demi, où je publie donc des épisodes à peu près 1 fois par mois, voire 1 fois tous les 15 jours, où j'aborde différentes thématiques de la psychologie, plutôt orientation psychanalytique. Ça peut être des concepts, ça peut être des écrits, des auteurs, etc. Et je détaille une réflexion tout en amenant la mienne, c'est-à-dire ce que je peux en dire ou en penser, autant dans ce que je peux vivre du côté de mon travail, puisque je suis psychologue clinicienne, autant de ce que je peux en dire d'une curieuse aussi, de tous ces concepts-là, de ce que moi aussi je peux vivre sur le plan personnel aussi, de ce que ça m'amène à réfléchir. T'as fait une psychanalyse ou pas ? Ouais. Ok. Allongé sur le divan ? Ouais. Moi, c'est Guillaume, du coup, je m'introduis. Je suis podcasteur de l'intime. C'est mon nouvel intitulé que j'ai créé. J'ai le podcast Ma dernière séance de psychanalyse où je demande à des gens de raconter leur dernière séance sur le divan et si et comment la psychanalyse a changé leur vie ou pas. Moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse et justement, ma dernière séance a été assez particulière. Je la raconte dans l'épisode 1. C'est vraiment elle, tu vois, qui a créé l'élan. Parce que je suis sorti de cette dernière séance et je me suis dit, mais bon, déjà, très bizarre ce qui s'est passé. Et aussi, mais comment les autres font ? Parce que moi, je voyais que j'évoluais. Tu vois, là, moi, aujourd'hui, j'ai 36 ans. J'ai arrêté mon analyse après 10 ans. J'avais 34 ans. J'avais personne autour de moi qui faisait une analyse allongée. J'avais des gens en psychothérapie
assis face à face, et différentes formes de psychothérapie. Donc j'avais envie de créer comme ça une série de témoignages. Donc chaque épisode est une personne qui raconte son chemin d'analyse. Pour raconter et comprendre la dernière séance, il faut souvent raconter la première, ou en tout cas les grands nœuds que la personne a dénoués ou pas sur le divan. Et je suis super curieux et en joie de ce podcast aussi, parce que la psychanalyse semble quand même être ce truc ultra désuet, critiqué. Je sais plus, un auditeur me disait que, à part en France et en Argentine, c'est vraiment un art ou une chose reléguée au rayon littérature et folie du passé, quoi. C'est plus du tout en vogue. Et en fait, moi, j'ai quand même après, là, je suis à 51 épisodes et j'ai quand même un amour, je sais pas, mais je chemine et je trouve que quand même c'est une forme de thérapie extrêmement puissante. Mais on va être amené à en parler. J'ai 2 autres podcasts qui s'appellent Comment devenir sexuellement épanoui, où là c'est des témoignages d'hommes, gays, bi ou queer, qui racontent leur chemin d'épanouissement sexuel. Et le 3e, c'est Histoire de devenir moi. Là, c'est des gens qui me racontent des tournants de vie. Et à nouveau, c'est des témoignages intimes. Je suis très podcasteur de l'intime, quoi. Et du coup, pour lancer notre sujet, moi je me suis dit, mais attends, donc je relisais notre super problématique. Comme je suis un organisé stressé, je t'ai dit, viens, on fait un Google Doc. Gentiment, tu m'as dit oui. Mais moi, j'avais envie de lancer quelques idées de notre discussion. Et j'avais envie de suivre la problématique suivante. Que faut-il savoir de son analyste pour que ça marche ? Un peu pour, si jamais on se perd dans des élucubrations, me dire, attends, merde, à quelle question on répond déjà ? Et alors là, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on parle de son analyste, donc on parle uniquement de la psychanalyse, ou est-ce que même ce qu'on va se dire peut concerner des gens qui ne sont pas en psychanalyse, mais en psychothérapie, ou qui ne savent pas de quelle forme de thérapie, dans quelle forme de thérapie ils sont ? T'en penses quoi ? Moi, j'aime bien l'idée de partir sur le fait d'être en psychothérapie ou en analyse. En tout cas, que les deux peuvent être pensés, je pense, dans l'idée où à partir du moment où il y a du transfert, on peut penser la question, justement. Est-ce qu'on définit le transfert ? Tu veux que j'essaye ? Vas-y. Ouais. Pour moi, le transfert, c'est ce qui se passe entre patient et analyste, qui est le cadre de la cure, qui est le scénario de la cure, qui est le fond d'écran de la cure, essentiel, nécessaire, support, et qui va permettre la cure même. Donc, ça va être tout ce que je projette sur le thérapeute, notamment dans mon cas, l'idée qu'il sait quelque chose que je ne sais pas, où il va m'aider, il a un pouvoir, il a une capacité que je n'ai pas, et c'est cette confiance, cet élan qui fait que, en fait, je peux cheminer. Moi, c'est comme ça que je définirais le transfert. Ça me permet aussi de contextualiser mon propos. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas thérapeute, je n'ai aucune certification à cet égard. Et à part mes 10 ans d'analyse et j'ai à proposer mes 10 ans d'analyse, ma propre expérience, quelques lectures, même si la théorie, j'ai jamais rien compris. En gros, on va pas faire genre ma bibliographie, ma bibliothèque, on est chez moi, tu es là juste à ta gauche. Il y a des livres, des ouvrages, mais j'ai eu du mal à les comprendre et je les ai même pas compris. Mais ouais, et après, mes 50 témoignages, tu vois, moi j'ai envie de saisir la psychanalyse au travers de l'expérience. Donc voilà, ma définition du transfert, elle vient de cette expertise. T'en penses quoi ? Oui, ça a du sens ce que tu dis. Donc souvent, on a tendance à différencier donc transfert et contre-transfert. Le transfert serait plus donc cet ensemble justement de savoir, d'imaginaire, de relations du côté du patient qui vont se déposer sur l'analyste. Et le contre-transfert, ça serait du coup en réaction au transfert, même si certains vont dire qu'il est primaire, de l'analyse, tout ce qu'il va pouvoir éprouver du patient en termes d'émotions, de vécu, comment ça va faire écho sur lui, et qui peut être aussi un matériel clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce que me fait vivre ce patient ?
comment aussi ça va permettre d'avoir des hypothèses sur ce que lui peut-être est en train de vivre. Mais à 100%, moi je le vis en tant que podcasteur. Ouais. Quand je me définis, en ce moment là, je dis que je suis un psychanalyste pirate, sauvage, sage-femme et blogueur, parce que dans chacun de mes épisodes, dans chacun de mes podcasts, j'ai envie de tenter d'entendre entre les mots. Il y a une forme un peu de... Je me considère pas psychanalyste, mais j'entends quand même que mon écoute est particulière. Et très souvent, les gens peuvent m'agacer en entretien, ou genre je sens comme ça une vague d'agacement qui est malvenue dans le sens où moi j'ai plutôt envie que les gens se sentent à l'aise. Je suis au service de leur témoignage, donc je les aide à déplier. Soudainement, je me dis mais pourquoi cette personne m'agace à ce point-là? Et à chaque fois, c'est parce que cette personne dit quelque chose qui me concerne, que je vis, avec lequel j'ai un de mes nœuds, quoi. Et du coup, moi, je ne suis pas psychanalyste, donc en podcast, je le dis. Enfin, en tout cas, le mieux, c'est quand je le dis, quand je dis mon agacement et que j'essaie un peu de déplier ça, parce que souvent, la personne peut rebondir en analyse. Toi, qui as fait une analyse ou qui fait une analyse, je ne sais pas si tu veux le dire, t'as des souvenirs. Enfin, tu vois, comment le contre-transfert, il est géré? Ou est-ce que tu sais comment on gère un contre-transfert? Moi, en podcasteur, je le dis, mais un psychanalyste, il peut pas le dire, non? Mais c'est pour ça que, par exemple, un psychanalyste, pour être psychanalyste, doit avoir fait une analyse. Puisque quand on est au clair aussi avec ce qui se passe d'un point de vue intérieur, que tel discours peut rebondir sur peut-être une expérience passée qui nous appartient, ça permet de se réinscrire dans ce qui se joue pour le patient, et de ne pas répéter quelque chose qui se joue pour soi. C'est pour ça que moi j'ai tendance à souvent faire passer le message aussi dans mon podcast, l'idée que peu importe qu'on soit un psychothérapeute orientation analytique ou pas, on peut être du côté cognitif, etc. L'importance d'avoir eu un espace pour soi, déjà d'avoir connu cette position d'être patient, d'avoir connu la position de celui qui doit dire quelque chose ou se mettre au travail. Et après, donc d'avoir eu son espace pour soi, voire encore que ce soit actuel. Et après, des temps qu'on appelle de supervision ou de contrôle. Encore une fois, ça dépend aussi comment on les pense, dans quelle pratique et quelle expérience théorique on se situe, pour justement mettre au travail ça. De se dire, en fait, peut-être que des fois, on a des contre-transferts plus négatifs, ou alors des fois, il y a des patients qui nous touchent énormément, etc. Mais si on reste du côté... qu'est-ce qu'il est sympathique ce monsieur, on n'est plus du côté d'un thérapeute au final. Enfin, il faut pouvoir sortir de ça, de qu'est-ce qui fait que ça m'inspire autant de sympathie, qu'est-ce qui se joue pour lui, qu'est-ce qui vient me chercher, etc. Et peut-être qu'est-ce que ça vient dire de moi aussi, de son histoire, en quoi ça peut-être être... Enfin, forcément, en tant que psychothérapeute, on va toujours rencontrer des personnes qui, des fois, vont être pile-poil dans nous aussi, nos problématiques, ou dans des expériences qui sont aussi similaires à celles qu'on a pu vivre. Mais heureusement qu'à un moment, on a eu suffisamment notre espace où on a pu explorer ça et qu'on n'est pas dans quelque chose de ultra narcissique de « Ah bah oui, moi aussi j'ai vécu ça et en fait, moi j'ai trouvé telle solution. » Parce qu'en fait, ça serait plus du côté de la thérapie, justement. Et j'ai l'impression que ça dit beaucoup de l'importance de l'argent dans la thérapie. Moi, je sens que quand les gens... Donc, je réalise les entretiens la plupart du temps chez moi, sur mon divan à moi, mon canapé, et... Souvent, quand les gens partent de chez moi, il reste quelque chose de très chargé en moi. Enfin, je suis podcasteur depuis 2 ans et j'apprends petit à petit à fermer, à terminer ce grand 8 émotionnel que je viens de vivre, parce que chaque témoignage est très intime. Et je vois que l'argent, donc les gens ne me payent pas, mais je vois que l'argent, moi en tout cas en tant qu'analysé, quand je venais poser l'argent sur le bureau, ça venait conclure quelque chose, ramener cette question du transfert, cette question de ah non mais en fait Guillaume, attends, là tu viens de mettre, moi je payais 50 € la séance, cet homme n'est donc ni ton père ni ta mère, on est bien d'accord que tout ce que tu... Ou bien... C'est cet élan d'amour ou cet élan de colère et de haine, le moment où je posais l'argent, il y avait quand même quelque chose qui disait attends, ça me ramenait à moi, de dire attends, mais qu'est-ce qui se joue? Ça se ramenait
à ce qui se jouait et donc à l'aspect thérapeutique. Pourquoi cette colère et puis cette chose qui a besoin de sortir, qui sort grâce à ce canevas sur ce cadre de l'analyse. Mais c'est pas le sujet, quoi. Le monsieur qui était assis derrière toi n'est pas le sujet. D'ailleurs, tu ne le connais pas. Du coup, ça m'amène à moi, j'ai envie de répondre à la question. Et j'aimerais bien avoir ton retour / toi, ce que t'en penses. Moi, je pense... En fait, j'hésite entre soit je dis un truc très binaire, mais je ne crois pas vraiment. En fait, je suis moite-moite. Moi, personnellement, je trouve ça essentiel de ne rien savoir sur son analyste parce que j'ai utilisé le terme de canevas. Moi, j'ai besoin de créer ma peinture, mon art à moi, sur quelque chose de blanc, de vierge, de neutre, parce que sinon, les couleurs vont être modifiées. Je ne vais pas pouvoir voir ce que je fais vivre, ce que j'accouche, parce que du coup, sur le canevas, il y a déjà toutes les couleurs... de ce que je sais de l'analyste, de ce qu'il m'a dit, etc. Et donc moi je veux du blanc, du vierge pour du coup avoir un espace où je m'autorise tout et projeter. Moi je sais que mon analyste a été un temps un homme très je ne connaissais rien de lui. Je me suis dit il est ultra traditionnel, je peux pas lui parler de sexe. Donc c'était bien sûr sa faute, hein. Le problème n'était pas... Alors qu'en vrai c'est moi qui étais gêné de le dire, de parler de sexe, mais moi je me disais non mais lui il est ultra coincé, il va me juger. Et à un moment donné vers la fin, avant d'arrêter, je sais que je me disais mais en fait il a tout d'un homme, c'était un homme assez âgé, il va dans les clubs libertins, il a une sexualité extrêmement riche, épanouie, je l'imagine en cuir... avec un fouet, etc. Et je pense que, et je le croyais à ce moment-là, et quelque part ça me donnait, je dis ça un peu en rigolant, mais je me rappelle quand même que je me disais, mais c'est vrai en fait, j'ai pas à me limiter, tu vois, canevas blanc qui en plus se modifie selon le temps. L'autre moite, mais on en parlera après, c'est non en fait, il y a beaucoup de ce que je sais et de ce que du transfert de ce que je sais de l'analyste qui m'importe pour pouvoir choisir mon analyste, pour pouvoir créer cet élan et cette envie de faire avec lui ou elle. Pour moi, je peux pas, canevas blanc et vierge n'existe pas, rien que son prénom, son nom, là où est le cabinet, peut-être si je Google, je vois qu'il a des écrits, il a une forme d'expertise, ça me semble quand même être essentiel, et moi d'ailleurs il avait une expertise qui a joué son rôle. Je pense que dans la première partie de ton propos, la question du savoir, elle parle toujours de soi, au final. Et ça, tu le montres bien que à chaque moment de ton analyse, tu en as pensé quelque chose de ton analyste, mais qu'en même temps, ce savoir-là, il a pu évoluer. Et qu'on parle toujours de soi dans le savoir, et que cette analyse qui soit absolument coincée... qui aurait peut-être même aucune sexualité, ou cet analyste qui serait un libertin, c'est que sûrement il se jouait des choses à ce moment-là dans ton analyse qui s'est déplacée et dans ta possibilité d'en dire quelque chose ou d'en penser quelque chose. Donc, et qui aurait été limité si jamais j'avais eu accès à beaucoup de choses de ces réseaux sociaux, par exemple. Extrêmement effractant et contraignant de le voir vraiment dans un club libertin. Donc je pense que le savoir, ça nous appartient. Si tu veux, je serais d'accord avec toi dans cette idée que on n'a pas besoin d'en savoir quelque chose de son analyste, puisque de toute façon, il va se passer quelque chose. Et je pense que c'est important de différencier déjà le savoir de lui en tant que thérapeute. Donc par exemple, tout ce qui concerne ses écrits, peut-être ses prises de position, d'un point de vue théorique, d'un point de vue d'une pensée clinique, etc. Si tu l'as écouté à la radio, ou si par exemple quelqu'un d'important pour toi t'a recommandé son expertise, mais qui est toujours une supposée expertise aussi, parce que même dans l'idée où tu te dis tiens, celui-là, il est expert, je sais pas, des troubles anxieux, je suis anxieux, je vais voir lui, c'est que tu t'es quand même raconté quelque chose de toi avant d'y aller. Et que pour moi, c'est pas parce que un analyste a écrit 15 bouquins sur les troubles anxieux qu'il en saura plus sur ce que tu vas vivre toi par rapport à un autre. Ah ouais ?
Ah, moi, au contraire, ça me rassurait, tu trouves pas? Je me dis, il a quand même bien cerné l'affaire. Donc j'ai plus confiance qu'il va pouvoir m'aider puisqu'il a bien cerné l'affaire. Je suis pas sûre. Non. Parce que, par exemple, les troubles anxieux, c'est toujours relié à une personne. Et que tu vas toujours lui attribuer, justement, ce supposé savoir. Mais qui, en réalité, est de l'ordre de l'illusion. C'est ce qui va permettre la rencontre. Mais ça peut être donc ces écrits qui vont te conforter dans l'idée qu'il va bien en savoir quelque chose sur toi et ce que tu vas vivre. Ça peut être son prénom, ça peut être l'adresse, parce que ce quartier, c'est quelque chose pour toi. Ça peut être la personne qui le recommande. Mais c'est ça qui va nourrir le premier désir, le premier investissement pour aller le rencontrer. Mais j'espère que l'analyste va savoir s'en déplacer aussi, pour la réattribuer le savoir à l'autre. Parce que tu t'es peut-être planté, en fait. T'as absolument pas un trouble anxieux. Bien sûr. Tu t'es auto-diagnostiqué, et tu t'es trompé. Ton enjeu est ailleurs. C'est souvent le cas, je trouve, d'ailleurs. Dans notre premier élan, c'est mon intuition. Et puis, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est beaucoup débattu dans ce milieu-là. Est-ce qu'un expert serait plus légitime qu'un ou une autre? Dans le sens, est-ce que c'est parce qu'on a lu tous les bouquins du monde sur telle problématique ou qu'on a travaillé 15 ans dans tel service qui, du coup, reçoit ces personnes-là avec telle problématique qu'on en devient expert? Est-ce que ça peut pas être aussi contre-productif et, du coup, entendre un certain nombre de schémas qu'on réattribue sur une population générale et, du coup, quand tu viens le voir pour telle problématique, ça fait 15 ans qu'on entend la même problématique. Donc, on a un circuit comme ça de la réflexion qui se met en place et qui, parfois, peut venir, je pense, empêcher la rencontre de l'individu. Ouais, mais je trouve ça compliqué quand tu cherches, notamment un analyste, un art ou c'est pas une science, mais un endroit assez critiqué, et puis tu dis il y a plein de charlatans. N'importe qui peut être psychanalyste, c'est pas du tout réglementé. Ça m'inquiète quand même un peu. J'ai besoin d'en savoir un minimum pour avoir confiance. Or, quelqu'un qui a été publié dans des revues où d'autres psychologues ont interagi avec son travail, je me dis, bon, là, au moins, la personne est peut-être charlatane. J'ai moins de risques, non? Possible, oui. Après, c'est sûr que si pour toi, c'est très... presque un peu parano, l'idée de te faire avoir, du coup, avec ces analystes. Mais il y en a quand même pas mal, non? T'es pas d'accord? Il y a des gens qui sont dangereux. Oui, mais je pense dans toute profession. Exact. Donc, il faut bien que je navigue mon choix. Et ce choix, il se fait à partir d'un savoir minimum. Ou toi, tu dis, même un savoir minimum peut empêcher la rencontre. C'est ça que j'ai entendu. Non, c'est pas que ça empêche la rencontre, c'est que je pense que ça vient te raconter l'idée que, du coup, cette personne va savoir entendre ce que tu vis et t'accompagner. Et je pense que ça a du sens parce qu'encore une fois, l'idée de déjà créer ce premier désir, comme quand quelqu'un, tu vois, t'a donné ce numéro et que t'as tellement confiance en cette personne et que tu attribues le fait que parfois certains mettent des mois avant d'appeler le psy qui leur a été conseillé. Il y a tout quelque chose qui se crée, tu vois, d'un fantasme, de cette rencontre, je me garde ce petit numéro à le moment où je vais enfin appeler et que quelque chose va pouvoir se soulager ou se mettre au travail. Tu vois, tout ça, ça reste important. Tout ce qu'on va déjà imaginer alors qu'on n'a même pas rencontré le psychothérapeute. Et je pense que ça passe aussi par l'idée de lire tous les bouquins qu'il a écrits, les articles. Enfin, tu vois, il y aura toujours, d'ailleurs, même dans le cadre après de la cure ou de la thérapie, des patients qui seront sur le qui-vif de tes moindres mouvements. Si tu écris un article, si tu commentes quelque chose quelque part, enfin, peu importe. Et puis d'autres n'auront jamais idée d'aller ne serait-ce taper ton nom sur Google, tu vois, sont restés juste avec un numéro. Donc c'est bien que, de toute façon, le savoir et cette quête-là, elle reste individuelle et personnelle, tu vois. Et elle va pouvoir se mettre au travail, se jouer sur la scène du cadre de l'analyse, de la thérapie, etc. Comme toi, tu as joué tes représentations de l'analyste pendant ton analyse. Tout à fait. Est-ce que toi, tu veux raconter comment tu as choisi ton analyste, avec quel savoir? Moi, ça a été justement une recommandation. Ouais. Donc, j'avais... Du savoir émotionnel. Ouais, j'avais un numéro que j'ai appelé.
Moi, en fait, j'avais 19 ans et ça a été une recommandation. En fait, je savais pas que j'allais faire une psychanalyse et j'ai atterri là avec des crises d'angoisse. Mais du coup, j'ai pas eu l'impression de choisir. Enfin, de ce premier choix où t'ouvres le bottin pour les plus âgés ou le Google et tu te dis, bon, mais par où je commence, quoi. Et moi, souvent, avec le podcast, on me dit, est-ce que vous auriez des noms à me recommander? Mais non, j'en ai pas. Et je serais bien incapable de conseiller même mes meilleurs amis sur comment tu fais, quoi. Parce que... Ah ouais, je saurais pas comment m'y prendre du tout. Parce que j'irai sur Internet, bon, je verrai des écrits, mais moi, je te rejoins pas mal. Je crois que... Alors, s'il y a peut-être une chose que je vérifierai... Ah, s'il y a une chose que je vérifierai, un des épisodes de mon podcast, c'est Guy, et le titre, je crois, c'est « J'ai essayé d'être une femme ». Et c'est Guy qui raconte, en fait, son chemin autour du genre, et comment il se sent femme, et comment en psychanalyse il travaille ce sujet. Et à un moment, son psychanalyste, lorsque Guy raconte je réfléchis à prendre des hormones, donc ça c'est la modification chimique de son corps, le psychanalyste Guy raconte alors a dit c'est un choix sur lequel on ne peut pas revenir. Sachant que ce propos-là est déformé, 1, par la mémoire de Guy, 2, par ma propre mémoire. Mais en gros, c'était un peu ça, parce que je me souviens pendant l'épisode, alors là, parle de contre-transfert, hein, une vague d'agacement profond, où je me suis dit, mais, et je le dis dans l'épisode, et on en parle, mais c'est absolument pas l'endroit de l'analyste de transmettre ces normes de genre. En gros, le propos de l'analyste, je trouvais, même si j'ai très peu du coup de matériel pour juger réellement, mais le propos de l'analyste disait beaucoup de ce qu'il a compris du genre et quel âge il a et où il en est de cette question du genre, et il en est plutôt il y a 50 ans. Mon sujet, c'est du coup comment choisir un psychanalyste si je vais chercher peut-être des écrits homophobes. Parce qu'il y a des psychanalystes qui te sortent des trucs où moi qui suis homosexuel, je suis là, et moi qui ai envie de travailler cette question du genre, en vrai, non. Et je pense qu'il peut y avoir vraiment des choses dangereuses qui se font. J'ai une autre personne qui va peut-être enregistrer un témoignage avec moi et qui raconte justement comment son analyste a eu des interventions concrètement homophobes et ce que ça a joué pour cette personne. Moi, je ne sais pas l'avis de mon analyste. Je n'ai jamais ressenti aucun avis, rien de lui. Et ça, vraiment, ce canevas blanc, je lui en remercie énormément, quoi. Il avait des interventions, il arrivait à dire des choses ou à pointer des choses, très rarement, sans jamais... je trouve ça assez incroyable, sans jamais sembler se positionner. Parce que sinon, d'ailleurs, je me serais vachement agacé. Voilà mon dernier propos sur que faut-il savoir. Je crois que moi, j'irai quand même googler pour voir si je peux savoir des bêtises contre lesquelles, du coup, ça casse la possibilité de transfert, quoi. Parce que je suis là, non, mais je vais pas aller... Après, tu vois, ton analyste, pour toi, ça a eu beaucoup de sens, le fait d'avoir justement ce canevas blanc. Peut-être que des fois, ça a été aussi compliqué, que tu aurais aimé savoir ce qu'il en pensait réellement d'un point de vue personnel, ou que tu aurais aimé annuler l'asymétrie. Parce que des fois, on cherche aussi à annuler ça. Mais peut-être que tu vois, quelqu'un d'autre qui aurait été en analyse avec lui aurait trouvé qu'il avait quand même des prises de position. Puisque, tu vois, je repense à... Il y a des moments où un patient peut te raconter quelque chose et tu hoches la tête, par exemple. Ça, par exemple, hocher la tête, pour certains patients, ça va être l'idée que je soutiens le déroulement du discours. Pour d'autres, c'est que j'acquiesce l'énoncé. Tu vois, il y a une différence entre soutenir l'énonciation et soutenir l'énoncé. Mais pour certains patients, ils vont se dire « mais c'est super, elle est vraiment d'accord avec exactement ce que je dis ». Et pour d'autres, vont être absolument effractés de se dire « mais jamais elle va me dire si ce que je dis est bien ».
tu vois. Par exemple, ça peut être plein de choses, mais le moindre, de toute façon, mouvement va être aussi source potentielle d'interprétation. Et puis, le thérapeute est un être incarné. On est des corps parlants. Tu vois, moi, forcément, je peux avoir tel pull, tel autre un autre jour, telle coiffure. Parfois, je peux avoir des yeux plus fatigués, d'autres plus éveillés. Et encore, peut-être que moi, je vais trouver que j'ai la même continuité, mais un patient va penser que je suis plus fatiguée en ce moment, comme un autre va se dire que visiblement, tout va bien pour moi. Enfin, Du coup, pendant la séance, tu es extrêmement vigilante à tes hochements, à tes moindres gestes, parce que tu sais que c'est du matériel thérapeutique? Non. Non. Je suis pas hyper vigilante. Mais par contre, j'ai quand même conscience de mon corps dans la séance. Et c'est aussi le travail d'un psychothérapeute, c'est aussi de pouvoir se regarder pendant la séance. Et encore une fois, si on repart sur l'idée du contre-transfert, c'est aussi cette idée où il y a peut-être des patients où je vais les regarder en étant plus inquiète de ce qu'ils me racontent. Et des fois, d'ailleurs, ça peut avoir du sens de montrer que je suis inquiète, tu vois, de jouer avec ce corps-là. Tu vois, pour certains patients qui peut-être vont avoir plus de difficultés à raconter quelque chose qui va être imprégné d'une émotion, tu vois, comme des patients qui peuvent être face à des événements qui sont quand même de l'ordre d'événements assez traumatiques, assez complexes, et qui peuvent le raconter avec un peu une froideur de chirurgien, tu vois. L'idée que moi, je vais utiliser mon corps pour montrer que je suis très surprise de ce qu'on me dit, ou je suis inquiète, ou de même pouvoir nommer, mais qu'est-ce que ça doit être angoissant, cette situation. C'est ramener quand même quelque chose avec moi, avec mon être incarné, de ce que me dit le patient. Et pour d'autres, justement, de pouvoir un peu plus m'effacer par rapport à mon corps, tu vois. Grave. C'est là où je trouve le divan. Donc, dans une psychanalyse, tu peux être soit assis face à face, soit allongé. Moi, j'ai été les deux. Lorsque tu es allongé sur le divan, ton analyste et en tout cas, moi, tu me dis si c'est pas le cas pour toi, mais est derrière, donc tu ne le vois pas. Et ça, pour moi, c'est révolutionnaire, c'est essentiel, c'est clé, parce que moi, tout mon enjeu a été de tenter de me libérer des normes que j'avais créées, dont j'avais hérité, que la société m'avait imposées, et de tenter d'aller à la rencontre de mon désir au plus profond de moi, de ce qui se disait, de ce qu'il voulait, de ce qu'il avait envie de se dire. Et du coup, encore aujourd'hui, je suis très sensible au regard de l'autre. Mais alors là, mon analyste, mais il clignait de l'œil et je me disais, ben voilà. Et ben voilà, il a cligné de l'œil. Donc là, c'est sûr, je suis une mauvaise personne. Et je l'ai saoulé parce que je le voyais du coup quand j'arrivais. Et à la fin, donc je me relevais, je déposais l'argent sur le bureau et puis il m'attendait à côté de la porte, il l'ouvrait pour moi et il me disait à la semaine prochaine, il me regardait, il me serrait la main, je crois. Et après, pendant le Covid, on ne serrait plus la main. Mais là, énormément de choses. Et moi, j'étais sans cesse cet enfant qui avait décidé que lui était l'autorité de validation et d'invalidation. Et donc, alors là, il se jouait énormément de choses. D'ailleurs, je mentionnais tout à l'heure ce qui peut m'agacer dans les témoignages des gens sur mes podcasts, c'est quand ils cherchent, comme moi, la validation. Souvent, à cet endroit-là, je commence à paître en ébullition. Du coup, le système du divan, où je ne pouvais qu'entendre, me permettait vraiment d'aller à la rencontre de moi. Et moi qui ai fait après une autre psychothérapie récemment. Ah oui. Ouais, j'ai fait une autre psychothérapie. J'étais envahi d'une grande détresse. Et là, on était en face à face. La personne n'était pas du tout psychanalyste. C'était une autre obédience dynamique émotionnelle. Complètement autre. J'avais envie d'aller explorer autre chose. Où là, la personne utilise beaucoup, même son propre vécu, parle. Et la dynamique émotionnelle, on travaille aussi à force de répétition. Tu vois ce que c'est ou pas ? La dynamique émotionnelle ? Oui. Bah, moi, en tout cas, ce qu'on m'a fait faire, c'est tu scandes des choses. C'est-à-dire, on te fait répéter
des petites phrases que tu viens de dire, et petit à petit, ça crache, ça fait évoluer l'émotion, ou en tout cas, ça la déplie. Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces émotions ainsi. Enfin, c'est moi ce que j'ai vécu assez particulier. Mais justement, j'ai senti toute la limite. À la fois, c'était génial, j'en avais besoin. Et j'avais besoin de quelqu'un qui, comme toi, assis en face à face, venait avec son corps ou ses mots me dire « t'as le droit de souffrir » ou « ah, c'est souffrant » ou « tu es souffrant ». Donc, j'avais besoin de validation à cet endroit-là. Et je l'ai récupéré. Et c'était super parce que ça m'a vraiment aidé. C'est venu me chérir. Et ça a pris soin de moi et j'ai pris soin de moi. Mais après, pour aller à la rencontre de ton désir et pour savoir qui je suis, au fond, j'étais écrasée par ses propos, par son corps, parce que du coup, j'arrivais pas à me rencontrer moi, quoi. D'où, pour moi, être allongé. L'importance d'être allongé, qui te permet quand même à ton analyste. Moi, mon analyste faisait des onomatopées essentielles, ce que tu viens de faire, tu vois. Exactement. Qui venaient souligner à des endroits et qui étaient vraiment déterminants. Mais du coup, le ou la thérapeute dont tu parles juste avant te parlait de lui ou elle. Ouais, dans cette autre thérapie que j'ai fait après les 10 ans d'analyse. Tu vois, pour moi, par exemple, quand on parle de choisir son psychothérapeute, pour moi, un thérapeute qui parle de lui, pour moi, c'est un red flag, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je pense vraiment que le thérapeute, déjà, doit être radicalement autre. Mais autre, vraiment avec un A majuscule. Et que c'est pas la place de parler de soi. Si en plus, il n'y a pas une interprétation de ce que ça va amener pour la personne en face de parler de soi. Et pour moi, je trouve que c'est comme un peu les thérapeutes qui reçoivent mari, femme, enfant. C'est presque pour moi un climat incestueux, tu vois, où il y a des limites qui ne sont pas internalisées. Et je trouve que justement dans la question d'en savoir quelque chose sur son analyste, là, c'est l'analyste qui amène ce savoir-là, tu vois. C'est pas pareil que soi, où on va être peut-être à la recherche d'en savoir plus, ou parfois de croiser son thérapeute aux courses dans la rue, etc. Quand au sein même de l'espace thérapeutique, le psychothérapeute, l'analyste, commence à parler de lui ou de elle, eh bien alors là, on n'est plus du tout, pour moi, dans un échange à potentiel thérapeutique. C'est pas la psychologie humaniste? Il n'y a pas un courant humaniste qui, justement, se développe ces dernières années autour de ça? Du fait de parler de soi, ouais. Pour le thérapeute, je sais pas. Je connais pas la bonne terminologie. En tout cas, moi, ça m'a pas correspondu parce que mon sujet, c'est moi. Bon, je pense que le sujet, tout le monde sait soi quand on va en analyse, mais mon sujet, c'est aller à la rencontre de moi et mon incapacité à assumer mes désirs sans être influencé par le monde. Donc, il s'avère que chez moi, c'est encore moins... encore moins indiqué. En tout cas, ça m'a déplu, même si ça m'a aidé un temps. J'y suis resté quelques semaines. Et tout à l'heure, tu vois, tu disais, tu as dû, Guillaume, avoir envie d'annuler cette symétrie avec... Cette asymétrie, pardon, avec ton analyste. Cette idée, justement, de canevas blanc, j'avais envie de savoir. Mais ça, c'était une envie d'enfant. Une envie de petit enfant... qui veut pas devenir adulte et heureusement qu'il n'a jamais répondu à mes demandes incessantes, qu'il me donne mes solutions. Et le fait d'être allongé, de ne pas le voir et d'avoir un espace pour donc venir le tirer en disant mais vas-y, c'est quoi la solution abruti, tu vois, j'avais de la colère, j'avais des grands moments d'amour, on a l'impression que je suis complètement fou, mais vraiment l'endroit de l'allonger, quand t'es allongé, c'est pas vraiment la société, t'es pas vraiment en société, quoi. C'est l'autre élément par rapport à être assis face à face, c'est que moi je suis allongé, le setup, le setting, c'est pas celle d'une vraie conversation, et je trouve que ça te permet d'aller à la rencontre un peu de tes tripes, et dans ces tripes, il y avait, mais vous m'aidez pas, je disais ce qui venait et une fois que ça sortait, je me disais mais j'ai plus envie. Enfin,
j'avais quand même l'adulte qui reprenait un peu les manettes. Il disait, mais gars, en fait, mais toi, t'en penses quoi? Toi, Guillaume? Bah, souvent la réponse c'était, je sais pas. Ben voilà. Mais heureusement, justement, que ton analyste, il n'a pas commencé à justement se déplacer et parler de lui ou parler d'une place qui était plus celle que tu demandais. Parce que déjà, à partir du moment où tu adresses quelque chose à quelqu'un, ça ne veut pas dire forcément que tu attends une réponse. Tu vois, des fois, c'est aussi le fait d'adresser aussi à l'autre. Ta détresse, ton envie peut-être qui t'aide, qui vienne te porter, te soutenir, mais si l'analyste il se serait levé de son fauteuil, qui serait allé te caresser les cheveux ou qui t'aurait raconté quelque chose de lui, mais ça serait absolument catastrophique, tu vois, dans ce que tu aurais vécu. Mais sans aller à cet excès de me caresser les cheveux, qui est un sujet bien trop intime puisque j'ai de la calvitie. Donc là, s'il faisait ça, j'étais mais genre en PLS, quoi. Parce que vraiment... T'aurais enlevé tes quelques cheveux, alors... C'est ça, ma calvitie naissante et croissante. Tu peux pas toucher un endroit plus intime que moi, que je te partage du coup. Mais sans aller à un excès comme ça, en vrai, pour moi, la radicalité que tu te demandes en tant que thérapeute, elle est impossible si tu n'allonges pas tes patients. Pour moi, c'est déjà perdu. Lorsque je peux voir tes cheveux, tes yeux, plus ou moins fatigués, ta coupe, ton hochement de tête, pour moi, c'est déjà perdu. Tu n'es plus le canevas qui m'est nécessaire. Et du coup, j'ai envie de te faire réagir à ça. En fait, je me rends compte au fur et à mesure. J'ai commencé le podcast en me disant, ouais, la psychanalyse, c'est quand même un truc d'allumé, un truc de riche, bof. Et en fait, 50 épisodes plus tard, je crois que j'ai la conviction qu'en fait, les hochements, ton regard de thérapeute, psychologue, j'ai checké un autre psychologue, une autre psychologue. J'habite à Paris, juste à côté des attentats, et j'étais dans les attentats, enfin, d'une façon déconnectée. J'étais pas dans les attentats, mais j'étais à 100 mètres. J'ai plus entendu et un peu vu que... Et en fait, la mairie de Paris a ouvert du coup des cellules d'aide. Et moi, j'ai vraiment eu j'avais arrêté mon analyse à cette époque-là. Ah non, c'était pendant mon analyse. Et là, j'avais dit à mon analyste, non mais gars... ton silence, c'est pas possible, là. Il y a un impact de balle dans ma porte d'entrée. Donc, t'es gentil, mon coco, mais là, tu me prends dans les bras et tu me dis que tout va bien se passer, parce que là, j'ai trop peur. Et du coup, j'avais décidé, et ça, c'était un peu... Je transgressais aussi, j'avais décidé d'aller voir quelqu'un d'autre. Et là, du coup, justement, je ne savais rien de cette personne. En revanche, je savais qu'au travers de son corps, elle me semblait très très jeune. Ça aurait pu être une pote avec qui j'allais en soirée. Ça lui enlevait beaucoup de crédit. J'arrivais du coup pas à projeter. Et on était en face à face. Et là aussi, j'ai essayé une autre technique. Et là, c'est pas du tout... Elle a jamais parlé d'elle. Mais hochement de tête, etc. Et en fait, pour moi, c'est complètement biaisé. Parce que je transfère sur l'autre non, les hochements de tête écrasent tout le propos. Et du coup, pour moi, la radicalité que tu exiges de toi, alors il va falloir que tu allonges tes patients. T'en penses quoi? Je pense que là, déjà, tu réponds avec toi aussi, ta propre problématique, et donc ce besoin de ne pas être vu pour peut-être te trouver, en tout cas te retrouver ou être dans cette quête. Non, je te gratte à l'endroit de la radicalité. Tu peux pas me dire, je parle pas de moi, je suis radical. En revanche... mon corps va dire beaucoup. Donc c'est pas radical puisque ton corps dit beaucoup. C'est-à-dire ? Toi tu disais j'ai besoin d'une grande radicalité dans ma pratique. Je ne me raconte pas. J'ai pas besoin d'une grande radicalité dans ma pratique. C'est que je pense que le thérapeute doit être radicalement autre. Mais autre au sens, ça peut pas être ton oncle ou ta tante ou la personne avec qui justement... tu discutes d'expériences communes, comme un thérapeute qui, par exemple, pourrait répondre de lui, tu vois. C'était en rapport avec discuter de soi. C'était en rapport avec l'idée que certains psychothérapeutes, justement, vont se servir de leur propre expérience, ou peut-être aussi, parce que parfois c'est angoissant, la rencontre avec l'autre, et donc d'avoir envie de parler aussi de soi, pour aussi annuler un peu cette asymétrie, pour aussi ramener quelque chose d'un échange, mais qui pourrait être justement un échange
amical, avec des proches, etc. Et qui, du coup, ne définit plus cet espace comme un espace thérapeutique, mais comme un espace conversationnel, d'échange, etc. Et donc, le thérapeute doit être radicalement autre, au sens radicalement extérieur à tout ça. Puisque sinon, pour moi, ce ne sont plus les ingrédients pour dire qu'on va chercher quelque chose, des fois qu'on n'a pas encore en tête quoi, mais à quelqu'un qui est ailleurs. Tu vois, il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent « Oh non, mais moi, j'ai pas besoin d'aller chez le psy, j'ai des amis qui sont très compréhensifs, qui m'aident ou qui me conseillent beaucoup. » Mais tous les amis, tous les proches ne seront jamais autres à 100%, tu vois. Ils auront toujours quelque chose d'eux et une connaissance aussi de la personne en tant que telle. Et je trouve que, pour moi, quand je dis c'est un red flag, ces situations où justement il y a un peu ces débordements, alors après, pourquoi pas, hein, ça peut être pensé, j'en sais rien. Mais l'idée de ne pas répondre dans ce savoir-là, ça me semble fondamental. Et par exemple, je donne un exemple d'une patiente qui un jour apprend, donc bien entendu je transforme l'histoire aujourd'hui, qui apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle ne peut pas avoir d'enfant, pris aussi dans un questionnement de est-ce qu'elle voulait avoir des enfants ou pas. Bon, donc la séance se passe où la question de la parentalité, la paternité est pas mal attaquée aussi dans le fait de pourquoi, voilà, dans cette société où on va tous mourir, écologiquement rien ne tient, etc., ça serait presque égoïste de faire des enfants, etc. Enfin bon, bref, elle attaque un petit peu tout ça. Et à la fin, c'est le drame. Je lui rappelle que je suis en congé les 2 prochaines semaines, les vacances scolaires. Donc elle, quand elle entend vacances scolaires, enfin en tout cas, je parle pas de vacances scolaires, mais ce sont pendant les vacances scolaires. Ah ouais. Elle comprend que peut-être j'ai des enfants. Et donc là, elle me questionne. Ce qui est quand même assez rare, parce que les enfants encore sont un peu plus désinhibés, donc ils peuvent plus demander est-ce que tu as un mari, est-ce que tu as des enfants, etc. Les adultes, souvent, ils refoulent pas mal, ou en tout cas, ils essayent de mettre un petit peu loin, même si ça peut dire qu'elles n'existent pas, ces questions-là. Mais donc là, première fois, elle me pose directement de est-ce que j'ai des enfants, et que ça serait pour ça que je prends les vacances scolaires. Là, tu as un vrai choix thérapeutique dans ta réponse. C'est-à-dire ce que tu vas répondre. Ouais, mais justement, tu vois, à ce moment-là, heureusement que je ne réponds pas. Alors, je dis pas, hein, ça peut arriver, parfois c'est très difficile de contourner certaines questions, des fois il y a des questions qui sont difficiles, mais là, c'était possible de le déplacer, de le ramener à elle, cette question-là. Okay. Parce que justement, je l'ai eu, le circuit s'est fait pour le ramener à elle, mais tout ça pour dire que si j'avais répondu... non, j'ai pas d'enfant, etc. Peut-être que j'aurais été alliée aussi d'elle, ou alors peut-être que justement, puisque je ne serais pas mère, ça serait difficile pour elle de se dire comment je pourrais accueillir sa parole. Mais si j'avais répondu, oui, d'ailleurs, on va à Disneyland avec mes 7 enfants, tu vois, comme ça aurait été aussi de l'ordre de la trahison, alors qu'elle vient questionner le fait que c'est absolument terrible de faire des enfants, alors que là, elle, aujourd'hui, elle apprend qu'elle peut pas en faire. Donc, tu vois, heureusement que je replace l'idée de ce qu'elle m'amène dans du matériel clinique. T'as fait comment ? Est-ce que tu peux dire ce que tu lui as répondu ? Je peux pas te dire, puisque c'était vraiment une phrase qui allait directement pouvait être retournée vers elle, enfin des termes en tout cas qui lui appartenaient. Mais en tout cas, j'ai pu le déplacer pour le ramener dans du matériel clinique et dans quelque chose qui se jouait à ce moment-là. Je dis pas, il y a des fois où encore une fois, ça peut être plus difficile de répondre. Enfin, il y a plein de questions où des fois on n'y est pas, mais justement, même quand on répond, imaginons j'aurais répondu oui ou non, et que ça aurait été de l'ordre de ma vérité à moi, ça veut pas dire que je l'aurais pas pensé dans l'après-coup. Tu vois, de me dire, tiens, j'ai répondu parce que peut-être je me suis pas sentie en capacité de le déplacer ou que là, c'est pas venu, etc. Mais elle m'a quand même posé la question et que ça venait suite à tel discours-là. Et ça veut pas dire que peut-être 8 séances après, je peux pas le ramener de « vous m'avez posé cette question », peut-être à un moment où vous veniez interroger autre chose de moi. Et donc de le ramener. Et là, tu vois, c'est un savoir d'une certaine façon qu'on vient chercher, que peut-être on aurait eu, peut-être pas, peut-être différemment, peu importe, mais en tout cas qui va pouvoir être réinjecté dans le matériel clinique. Et qu'à ce moment-là, cette demande de savoir concerner sa propre situation. Après,
après, c'est comme, tu vois, être psychothérapeute et attendre un enfant, donc être enceinte. Ah oui, là, ça se voit. C'est le corps qui parle, tu vois. Mais même ça peut être très intéressant. D'ailleurs, une collègue là, me racontait là dernièrement, qui justement était enceinte, à quel point, en plus elle est enceinte, elle va bientôt être en congé maternité. Pour le moment, il y a des patients qui n'ont pas vu, en tout cas n'en ont rien dit de ce ventre-là, mais qui prend toute la place presque sur le fauteuil, enfin qui... Tu vois, quand au début de sa grossesse, elle cherchait pas à ce que ce soit vu, mais aujourd'hui, bon, quand un ventre de 8 mois de grossesse, c'est difficile de passer à côté. Pour autant, donc, certains patientes n'en diront rien, mais néanmoins peut-être vont dire quelque chose autrement. C'est-à-dire qu'elle me disait que ces derniers mois, les mères étaient bien attaquées quand même dans les thérapies, oui, que quand même les questions de la parentalité ou des mères défaillantes, etc., ça y allait. Donc, plus que d'habitude. Peut-être plus que d'habitude, pense-t-elle en tout cas. Ou en tout cas, elle a en tête, elle aussi, son corps qui là existe. Voilà. Et puis certains, des peut-être 4-5 mois de grossesse l'ont déjà questionné sur ces moments d'absence, par exemple. À quel moment elle va les abandonner pour aller s'occuper de quelqu'un d'autre que d'eux. Tu vois, aussi, toutes ces réflexions qui peuvent y avoir. À quel moment elle va devoir leur dire qu'elle ne sera pas là de telle date à telle autre, ou alors félicitations, etc. Enfin, avec peut-être aussi de l'agressivité, j'en sais rien. Enfin, tu vois, donc même ce corps-là parlant d'une psychothérapeute enceinte va de toute façon venir chercher une réflexion, un déplacement qui sera différent c'est sûr. de chacune des personnes. Mais c'est marrant parce que là on parle de qu'est-ce qu'il faut savoir de son analyste pour que ça marche entre guillemets. On a parlé un peu des infos de base qu'on est obligé de savoir. Une info, c'est le genre. Alors, c'est souvent une question qui revient, est-ce que tu choisis une femme ou un homme? Là, tu donnais justement un exemple où la femme, et si la femme est enceinte, elle incarne la maternité, littéralement. Est-ce que toi, tu as dit, j'ai choisi mon analyste par recommandation, est-ce que son genre a été une clé de décision pour toi? Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Comment devenir sexuellement épanoui? Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefedepodcast@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.